Voilà. Ça évite les Larsen, c'est bien ça. Bonjour à toutes et tous. Pour cette intervention, j'avais envie de vous donner quelques petites histoires croisées pour le thème que je veux explorer. La première, la moins grave, c'est une qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. J'avais absolument besoin d'aller à l'étranger et il me fallait refaire un passeport. Et je ne sais pas si vous avez essayé de refaire le papier d'identité récemment, mais c'est une catastrophe absolue. Absolue. La réunion à laquelle je devais aller à l'étranger, c'était le 30 mai. Je m'y suis pris le 22 mars. Je n'ai pas pu aller à cette réunion. C'est 3 mois avant. Alors, c'est bien balisé, hein, il y a des pré-demandes en ligne, on peut faire plein de choses qui sont accélérées, mais il y a toujours besoin de faire des rendez-vous en mairie, qui durent une demi-heure à 1 heure, alors qu'il y a une pré-demande. Et puis ça se fait dans une subdivision de mairie, parce qu'il faut des mairies qui soient habilitées à faire des papiers biométriques. C'est absolument impossible. Donc j'étais le 22 mars, et les premiers rendez-vous que j'avais, c'était en mi-juillet. Voilà, impossible d'y aller. Au final, j'ai réussi à trouver un rendez-vous le 18 juin. Donc, après 2 tours, enfin, à la fin de la campagne, je serai en train de refaire mon passeport. Voilà. Bon, bref, j'ai pas pu aller à l'étranger, comme j'étais censé devoir le faire. Une deuxième anecdote, un peu plus grave, c'était au retour de notre week-end d'action à Verneuil. Il y avait d'énormes intempéries. Il y a eu un orage gigantesque là, il y a quelques jours. On revenait vers Conflans avec notre co-directrice de campagne Maria, enfin j'étais dans la voiture de Maria, et on prenait la bretelle depuis Verneuil pour revenir vers Champclou, Conflans. Et il n'y a que 2 voies à ce moment-là, et il y a une voie à droite, et il y a une voiture en feu. Et en feu, c'est le moteur qui est en feu, vraiment. On essaye, on ne sait pas ce qui se passe, on voit personne dans la voiture, pas de conducteur, pas de passager, il peut se passer le pire. Premier réflexe, on appelle les pompiers, et on arrive sur un standard qui dit il y a beaucoup de problèmes en ce moment avec les intempéries, si c'est lié au problème d'intempéries, tapez 1. Si c'est pas lié au problème d'intempéries, tapez 2. Tout ça est dit de manière aussi assez lente, voilà, en termes de gestion d'urgence, c'est un peu difficile. Quand on tape 2, on retombe à nouveau sur l'explication qui dit il y a beaucoup de problèmes d'intempéries, donc on va prendre en compte. Au bout d'un moment, on a fini par voir que le monsieur était sorti de la voiture, qu'il n'y avait qu'une seule personne dans la voiture, le monsieur était en train de téléphoner. On est passé très prudemment à côté en ayant peur que la voiture explose. Mais voilà, au final, on a aussi abandonné le recours à ce service. Et troisième anecdote que je peux donner, ça c'est quelqu'un qui en parle sur Twitter, mais c'est une personne qui tente de faire la queue à la Sécu de Melun. Donc je ne parle pas de Melun, mais je parle de Melun, et en termes de service public sinistré aussi, la Seine-et-Marne, c'est assez compliqué. Et c'est une personne qui fait la démarche pour une personne âgée, qui a un problème d'un document qui ne se génère pas sur Amélie.fr pour la Sécu. Et on leur dit venez nous voir physiquement, sauf que c'est une queue gigantesque, 2 heures, qui n'avance pas, avec des personnes en béquille, des personnes âgées, en plein soleil. Et au final, tout ce que la personne obtient, c'est un nouveau rendez-vous. On leur dira le compte sera bientôt réparé, alors que c'était déjà 2 fois qu'on dit ça à la personne. Ouais. Quel point commun de ces situations? C'est la crise des services publics. Oui, c'est pas une crise, c'est un délaissement des services publics, hein, qui est lié à l'action, plus particulièrement du gouvernement passé d'Emmanuel Macron. Et on pourra toujours dire sur toutes ces anecdotes que l'usager aurait pu s'y prendre plus tôt. Finalement, c'était pas forcément nécessaire d'appeler, puisqu'il n'y avait pas forcément un souci. Ou que même, si c'est compliqué, les rendez-vous, le téléphone, envoyer un courrier recommandé, etc. On peut toujours trouver des moyens d'accuser l'usager par rapport à des défaillances des services publics. En fait. Donc jusqu'à où on peut accepter ça? Nous, on propose de prendre les choses dans l'autre sens. J'ai la conviction, moi, que les services publics, ça doit être une inquiétude permanente pour un élu. Et si on ne pense pas tous les jours aux services publics, c'est qu'en fait, sans s'en rendre compte, on est en train de les laisser péricliter. Parce qu'il faut lutter en permanence, notamment contre les logiques de chiffres, parce qu'une approche comptable des services publics, ça fait qu'on arrive toujours à des absurdités. Donc je vais évoquer quelques dimensions des services publics qui est dans le programme de la NUPES. La santé, je pense que Michel aura l'occasion d'en revenir, on en avait parlé aussi à Vernouillet.
On sait qu'aujourd'hui c'est une journée de mobilisation des services hospitaliers par rapport à des logiques qui les mettent complètement à la rue. Moi aujourd'hui, on pouvait peut-être le dire au début des années 2000, mais on ne peut plus le dire par rapport aux autres pays qu'on a le meilleur système de santé au monde. On peut plus vraiment le dire, on peut le dire sur les prestations, mais quand il y a une désertification médicale pareille dans toute la France, quand il y a des lits qui se ferment en période de pandémie, est-ce qu'on peut dire qu'on a le meilleur système de santé au monde? Je pense qu'on mérite tout à fait ce titre en ce moment. Parce qu'on est arrivé à un niveau de crise et à un niveau de faillite de l'État, à sa première mission, qui est la protection de la vie des gens, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de prendre vraiment ce problème à bras-le-corps. Donc dans le programme, je ne vais pas aller dans l'ensemble des mesures, mais il y a d'abord recruter sans soignants, on arrête cette absurdité de fermer des lits, revaloriser leur métier aussi, parce qu'il y a une fuite de la part des soignants, et c'est bien compréhensible par rapport à ce service. Augmenter les capacités d'accueil des hôpitaux, des services de santé, comme les EHPAD, on a un projet de 10 000 places par an en EHPAD public. Lutter contre les déserts médicaux avec un ensemble de mesures qui vont du conventionnement sélectif à l'obligation d'installation, plus de moyens pour les facs de médecine également, parce que c'est important dans ces choses-là. Quand je vois dans certains tracts de la concurrence sur ces élections, les élections précédentes, que la solution c'est la télémédecine, je m'étrangle un petit peu. Faire un plan pour la santé mentale, plus de psychiatres, plus de moyens pour les structures, et puis avoir une vision stratégique aussi sur les pandémies pour qu'on ne soit pas dans la situation où on s'est retrouvé avec le Covid. Donc avoir des stocks stratégiques, avoir des capacités de réquisition temporaire d'usines qui peuvent fabriquer des masques, des purificateurs, etc. Ces questions-là qui viendront là-dedans. L'autre grand service public qui vient à l'esprit, c'est l'éducation. Donc soyons clairs, tout est à reconstruire, presque. Hein. Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer ont patiemment détruit de nombreux aspects de notre système d'enseignement. Ils ont écœuré les enseignants, les élèves, les parents. Ils ont brisé l'égalité à l'école. Et ils se sont même reniés eux-mêmes. Hein. On voit le scénario rocambolesque sur les mathématiques qui serait comique si c'était pas si tragique. Donc, les priorités, on les a exposées notamment dans notre documentation de campagne. Une qui vient vraiment à l'esprit, c'est revenir à un diplôme du bac national. Arriver à une égalité des chances suprême avec un bac par lycéen. Supprimer Parcoursup, qui laisse tant d'élèves sur le carreau, encore, c'est la période. Intégrer les écoles privées sous contrat dans la carte scolaire et moduler leurs subventions à l'aune du respect de critères sociaux. Objectif zéro décrocheur, donc pour ça il faut réactiver tous les systèmes d'aide qui existent, les systèmes périscolaires, parascolaires, les RAZ, les solutions individualisées, recruter des enseignants, bien entendu, l'objectif est tendre à 19 élèves par classe, et les autres personnels, notamment un service public de l'orientation, c'est nécessaire, et relever le point d'indice aussi pour la rémunération des enseignants, c'est hautement nécessaire parce qu'il y a une crise énorme des vocations. Et comment on retombe qu'une société aille bien quand l'école va mal, quoi. Un vrai service public d'accompagnement des élèves en situation de handicap, former, titulariser les auxiliaires, aider les directeurs d'école, pas en faire des patrons en concurrence les uns contre les autres, les aider concrètement sur leurs tâches, sur leur organisation, leur donner des moyens. Et sur l'enseignement supérieur, on n'ira pas là-dessus, mais voilà aussi un objectif de vrai service public. On a un objectif dans une baisse de gratuité à terme de l'enseignement supérieur, faire des embauches, 30 000 embauches d'enseignants-chercheurs, aussi des logements étudiants. C'est extrêmement important. La petite enfance, autre service public très important qu'on voit toujours un petit peu dans l'arrière-cour de l'éducation, mais c'est fondamental parce que c'est là que ça se joue. On veut ouvrir 500 000 places en crèche et dans des modes de garde adaptés. On a encore des remontées de la part de personnes qui nous disent qu'elles n'arrivent pas à trouver des places, notamment sur les horaires décalés. Augmenter les moyens de manière générale, rendre la tarification encore plus progressive, tendre vers la gratuité, puis permettre aussi l'école à 2 ans pour les familles qui le souhaitent. Les services publics, c'est aussi la sécurité, la justice, la police et la justice. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'on a une vision là-dessus. Et la police, parlons de la situation actuelle. Quand on se retrouve dans des situations où on utilise du gaz lacrymogène au Stade de France, du gaz lacrymogène dans des gares,
on voit qu'il peut y avoir un souci sur la doctrine d'application du maintien de l'ordre public, actuellement. C'est pas tabou de poser cette question. Cette question doit être posée. On doit se poser la question de comment favoriser la désescalade et puis comment rétablir un pacte social, un contrat social entre les policiers qui protègent et qui servent la population et la population. Nous, on défend la police de proximité, reconstruire une police de proximité parce que ça concourt énormément à cette paix sociale, à cette pacification. Et puis aussi augmenter des effectifs dans des secteurs particuliers de la police judiciaire qui est sous-alimentée, la police scientifique, arrêter les primes aux chiffres aussi, parce que, comme je le disais, la logique du chiffre et les services publics, c'est pas toujours bon ménage. Et puis qui dit police dit justice, parce que on a une justice qui est pas du tout au niveau des autres pays. Il est nécessaire de recruter notamment des fonctions support aussi dans la justice, parce que c'est pas uniquement des magistrats, c'est aussi des greffiers, avoir des tribunaux de proximité, et surtout une égalité de droit devant la justice. Là encore, on a des progrès à faire, donner plus de moyens aux défenseurs des droits, inscrire un droit constitutionnel à la défense, toutes ces choses-là, c'est aussi du service public. Ensuite, sur la culture, je voudrais faire un petit passage sur la culture, c'est important parce qu'on sait que c'est ce qui fait de nous des humains, en fait. C'est ce qui nous distingue des contingences et des besoins quotidiens. Et c'est aussi un outil de reproduction sociale terrible. Et nous, notre objectif à gauche, c'est d'obtenir un accès à toute la culture pour toutes et tous. Donc 1% du PIB consacré à la culture, c'est 20 milliards d'euros par an. Et il y en a besoin. La gratuité des musées publics, la gratuité des monuments publics, et aussi l'objectif de baisser les tarifs des prestations privées, notamment les cinémas. Pourquoi il y avait un cinéville à Conflans dans le temps ? Parce que maintenant, le pâté à Conflans, une séance de cinéma, c'est 14,50 €. Voilà. Parce que c'est devenu une séance de cinéma pour 1h30, 2 heures de film, 14,50 €. Et en faisant la route, on est passé devant Villemoutier, et Festival du cinéma, 3,50 € la place. Voilà. C'est comme ça que ça devrait être. Il y a des lieux où on fait ces actions et il y a des lieux où on ne le fait pas. Alors on va s'emparer de ce sujet au niveau national et on arrivera à faire cette convergence à la baisse. Aussi des notions de médiathèque publique, d'accès à toutes ces œuvres extrêmement riches qui sont dans le domaine public maintenant. On devrait pouvoir avoir un accès facile. Également, de manière générale, à la recherche scientifique, parce que ça aussi, ça fait partie de la culture et du savoir qu'on peut utiliser. Quand on fait des recherches, on est souvent un peu otage de sites, de revues qui font payer extrêmement cher un accès à des articles. Alors, parfois, on peut demander à l'auteur. L'auteur peut donner gratuitement son article à la personne qui le demande. Et c'est pas toujours systématisé, c'est pas toujours le cas. Il faut qu'on puisse donner un accès public à la recherche. Ça, c'est extrêmement important pour la culture. Je parlerai rapidement des transports. Je ne vais pas aller dans le détail parce que j'ai déjà été assez long. C'est un public extrêmement fondamental, bien entendu. Il faut revaloriser de manière générale les transports décarbonés. Il y a tout un plan en train à faire, des lignes locales à revaloriser, à remettre en marche, et le fret à développer. Toute une vision que j'explorerai pas ici, mais sur laquelle on a bien entendu des priorités extrêmement musclées au niveau de la vitesse. Au final, tout ça, ça va dans un objectif global qui est d'avoir au maximum à 30 minutes du domicile de chaque Français un panier de services publics fondamentaux. Il est nécessaire qu'à terme, on arrive à avoir à 30 minutes des urgences, une maternité, un EHPAD, une poste, une gare. Je pense qu'on peut le faire. Je pense que c'est un maillage qui est absolument nécessaire. Et il faut qu'on renverse cette fatalité qu'on a essayé de nous mettre dans la tête qu'on aurait de moins en moins droit au service public. C'est comme ça. Non, parce que c'est, comme l'avait dit Michel dans une réunion précédente, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc, voilà. Moi, avec Michel, nous serons là pour défendre cette notion de service public. Encore, je vais pas explorer de nombreuses facettes. Et je terminerai sur une citation de Jaurès, où il avait dit devant la population de Carmaux, je ne demande qu'une chose, c'est de rester digne de vous. Et par notre action, nous ferons tout pour rester digne de la population, digne de vous, si vous nous donnez des suffrages, si vous nous permettez
d'aller porter la voix de l'Union de la gauche et des écologistes à l'Assemblée nationale. On fera tout pour ça. Et merci encore à vous pour votre soutien. On continue et on peut gagner, on va gagner.